Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 7 avril 2025. Alors, toujours beaucoup de tensions sur les marchés, hein. C'est la continuation des droits de douane imposés par Donald Trump et le marché qui semble finalement découvrir, hein, qui est Trump. Ils avaient plutôt parié sur un retournement et des négociations un peu express sur ces droits de douane. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il va certainement y en avoir. Mais la Maison Blanche a été plutôt inflexible, ce dont on pouvait s'attendre, hein. C'est ce qui est surprenant, ce qui moi m'étonne, c'est euh, la capacité des marchés à intégrer la politique de Trump, qui on sait est extrêmement brutale et, euh, et excessive. Mais ça, c'est le personnage. Et finalement, on le savait depuis des années, puisqu'il était même déjà à la Maison-Blanche il y a quelques temps. Donc, finalement, il semble redécouvrir ça. Et donc, on continue un peu de paniquer. Alors, avec une certaine mesure, quand même, on va voir, notamment sur les graphes aujourd'hui, parce que est-ce qu'on peut parler de capitulation? Pas vraiment, parce que généralement, hein, quand on a comme ça plusieurs journées très négatives, souvent ça va par trois, hein. C'est un, deux, trois grosses journées avec des gros chandeliers rouges. On en avait déjà vécu deux, notamment avec jeudi, vendredi. Et aujourd'hui, c'était un peu la journée. Alors, elle n'est pas finie, mais pour voir un peu comment on pouvait essayer de réagir. Et on voit que sur certains secteurs, sur certaines actions, on a quand même un début de réaction pas exceptionnelle, mais on est plus proche quand même de la tentative de reprise que de la capitulation. Il y a même certaines valeurs qui ont dépassé leur plus haut de vendredi. C'est pour ça que moi je pense qu'on a quand même le début de quelque chose pour des négociations à venir et un retour de certaines valeurs, de certaines actions. Alors, ça va encore durer des jours et des semaines, hein, parce que les négociations, elles vont pas se faire dès aujourd'hui et elles vont pas se conclure non plus cette semaine. Mais il y aura toujours je pense, les valeurs qui étaient déjà bien orientées et qui ont des secteurs favorables avant les problèmes de taxes douanières, devraient pouvoir réagir et toujours s'en sortir mieux que la plupart. Donc c'est ça, techniquement, on avait quand même pas mal de valeurs intéressantes à suivre. L'impact des droits de douane, ça met un peu tout le monde au tapis, mais derrière, on va ressortir avec finalement les mêmes valeurs qu'on surveillait, qu'on suivait, qui étaient favorables une fois la tempête passée. C'est comme ça que je vois. Quelques détails aussi sur... avant de commencer avec les actions, je voulais voir notamment quelque chose sur les taxes, oui, annoncées par Trump, hein. Alors, les taxes qui dit subir, hein, on le sait, c'est pas les vrais chiffres. Il a pris notamment la balance commerciale. Et comme pour beaucoup de pays, ils vendent plus aux États-Unis qu'ils achètent. Il y a une balance commerciale négative pour les États-Unis. Donc, pour Donald Trump, c'est l'équivalent de taxes. C'est un peu simpliste, mais c'est un peu comme ça qu'il a fait son tableau. Donc c'est surtout les pays avec un déficit commercial important aux États-Unis qu'il a ciblé. Une deuxième chose, il y a aussi possiblement les pays qui servaient à la Chine, parce que la Chine était relativement taxée aussi. Et pour éviter les taxes, quand elles achetaient aux États-Unis, elles se servaient de deux pays. On connaît notamment Singapour, hein, avec les utilisations. Alors là, il n'a pas taxé beaucoup Singapour, c'est surprenant, mais Singapour, ils achetaient notamment pas mal de puces à Nvidia pour les revendre ensuite à la Chine. Donc on peut aussi avoir des mesures de rétorsion sur des pays amis avec la Chine qui revendaient par la suite, hein, des produits à l'empire du milieu. Donc ça, c'était pour les taxes. Et une deuxième chose aussi sur les taxes, il y a des taxes spécifiques sur les secteurs qui sont pas à mettre en plus des taxes soi-disant réciproques. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'automobile, on est à 25%. Donc, vous ne prenez pas les taxes du pays plus 25%, vous prenez juste les taxes automobiles à 25%. C'est pareil sur l'acier et l'aluminium.
On a également des taxes qui sont pas encore décidées, notamment sur les semi-conducteurs, le cuivre et, euh, et le secteur santé-pharmacie. Donc ça, on aura certainement des nouvelles un peu plus tard. Et peut-être aussi l'annonce de taxes ou pas, vous d'accord. Mais pour l'instant, c'est en attente. Donc on aura certainement plus d'infos quand la Maison-Blanche le décidera. Et une dernière chose, la plupart des énergies, oui, sont assez peu taxées parce que les Américains le savent, ils ont besoin d'énergie pas chère, ils ont toujours fonctionné comme ça pour produire le moins cher possible et avoir le plus de marge, il faut forcément avoir un coût énergétique relativement faible, c'est pour ça qu'ils ont notamment le pétrole assez peu cher aux États-Unis, et donc pour l'instant ce secteur-là est relativement peu taxé. On va voir le VIX. Le VIX, c'est quoi? C'est l'indice de la peur. Quand il y a beaucoup de volatilité sur les marchés, un nouveau record aujourd'hui, enfin record court terme. On est monté, on le voit, à près de 58. Le carry trade à 72. Le Covid à 86. Et la faillite des banques et des subprimes notamment à 89. Donc on voit qu'on est quand même sur des niveaux de volatilité historiques et vraiment importants sur les marchés. Avant de revoir aussi les actions et puis la force du dollar, je voulais revenir un peu sur l'économie en général et l'impact aussi des différentes classes sociales, parce qu'on peut voir que la plupart des richesses et de l'économie, elle est faite par les gros. Et on a un peu la même analogie avec la bourse et les actions et les ETF finalement. Parce que les ETF fonctionnent bien aujourd'hui, c'est quoi? C'est une concentration des gros et des meilleurs. Vous avez les grosses capitalisations qui gagnent beaucoup, qui sont surpondérées dans les ETF et qui fonctionnent très bien, qui sont achetés par tout le monde. Et c'est un peu une illusion sur les indices finalement de voir peut-être la bourse monter quand les chiffres au global de certains pays sont pas forcément intéressants. On va le voir ici, c'est peut-être plus parlant avec... alors ça date un peu, je crois que c'est encore pire maintenant, c'est-à-dire qu'on a encore une pyramide de richesse qui est plus importante pour les plus hauts. On le voit ici en 2017, moins de 10 000 $, ça représente environ 70% de la population. Donc c'est une grosse majorité relativement peu aisée. Entre les 10 000 et 100 000 $, on a près de 21% de la population, un peu moins de 10% entre les 100 000 et 1 million, et au-delà d'1 million, on a notamment 0,7%. Et forcément, on a la confirmation notamment, alors oui, c'est pas ça, on va le faire quand même, la part de richesse par les 1% les plus riches, on le voit notamment aux États-Unis, les 1% les plus riches, ils détiennent en 2023, 34% des richesses. Il y a des pays qui sont encore bien pires, notamment en Russie, avec forcément les oligarques, etc. Le Brésil, qui est un pays extrêmement riche, mais extrêmement déséquilibré aussi, avec des richesses captées par les 1%. C'est quasiment la moitié. La moitié, mais certainement aujourd'hui encore plus, ils doivent être à plus de 50%. En France, on est quand même à 20%, c'est relativement élevé aussi sur les 1% les plus riches. Et ce que je voulais voir, c'était aussi ça. Il y avait un autre graphe que j'ai pas retrouvé, mais notamment sur la capacité des plus riches à finalement générer un peu toute l'économie à elle toute seule. Là, on a 10% des plus riches aux États-Unis qui représentent la moitié de la consommation totale. C'est-à-dire qu'une grande part du PIB est fait par une très petite partie de la population, et c'est les plus riches. C'est un peu comme en bourse où vous avez les grosses caps qui font les indices, et tout le reste, finalement, si ça va pas, ça n'a aucun impact sur la bourse parce que c'est pas ce qu'on voit. Les indices finalement sont tellement pondérés sur les gros, et c'est les gros qui font tout, qui ont l'argent, qui dépensent. Au final, le reste a peu d'importance, et on le voit, 10% des contribuables les plus riches aux États-Unis continuent d'augmenter leur consommation. Donc ça date de 2025, cet article, donc c'est assez récent.
Voilà. Et on va voir après la volatilité. Oui, je voulais voir le dollar parce qu'on parle pas mal d'inflation avec ce qui va se passer. Et finalement, pas forcément parce que les taxes aussi, ça va bloquer pas mal d'échanges commerciaux. Et finalement, qu'est-ce qui peut compter? Bah, c'est ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est peut-être les plus riches qui détiennent la solution, parce que c'est eux qui font la richesse, c'est eux qui font les échanges, c'est eux qui font le PIB américain, et finalement, les plus pauvres, qui généralement consomment des biens de consommation classiques, ne vont pas forcément avoir un impact énorme sur la suite de la consommation, sur la suite du PIB, que ce soit son évolution favorable ou pas. Et c'est toujours cette partie très faible, mais extrêmement riche, qui va continuer à être impactée. On va voir le dollar, notamment face à l'euro, et on le voit que depuis quelques jours, on est plutôt stable et plutôt même vers le bas. C'est-à-dire que le dollar revient un peu plus fort. On a des plus bas, hein, de plus en plus bas, alors même si c'est pas flagrant, on a surtout les plus hauts aussi de plus en plus bas. Sur une politique qui est jugée inflationniste, normalement on devrait avoir un dollar plus faible face aux autres monnaies. Et on voit que, alors, on a déjà eu cette montée, hein, avec la montée de l'euro ici, donc un dollar qui devient plus faible. On pourrait avoir peut-être l'inverse avec ces taxes douanières, c'est-à-dire un dollar qui revient peut-être un peu plus fort. Donc c'est à voir ces prochains jours, mais c'est la tendance qui semble peut-être se dégager. Alors il faudra aussi attendre quelques jours parce que des fois on a des sous-vagues dans des grandes vagues et des vraies dynamiques. Mais c'est à surveiller. Par contre, oui, face à la Chine, on a cette grosse progression. Alors la Chine, c'est encore plus marquant parce que, on l'avait vu, la Chine a énormément fait marcher la planche à billets, donc dévaluation de sa monnaie, beaucoup plus importante que les États-Unis. Et avec cette guerre commerciale aussi, ça pourrait pousser à avoir un dollar beaucoup plus fort que la monnaie chinoise, hein, le yuan. On l'avait notamment dit depuis fin janvier, début février, jouer probablement, hein, la hausse du dollar face au yuan, et on le voit, hein, cette résistance ici qui pourrait être jouée et testée probablement au mois d'avril, et peut-être même dépassée. Donc ça, c'est un petit point aussi sur la force du dollar, et à voir comment il va être impacté. Et à l'inverse, des Britanniques qui n'ont pas été... qui ont été un peu moins taxés, bah c'est pareil, là on a les Britanniques contre le dollar, donc la livre qui monte, et depuis quelques jours, la livre qui descend, c'est-à-dire le dollar qui remonte aussi. On va voir quelques matières premières avec le Brent. Et c'est ça qui est important, c'est de voir un peu les réactions qu'on a aujourd'hui. Alors, ça a été super volatile sur plein de valeurs, hein. Ça continue encore aux États-Unis. Sur le pétrole, on descend un peu, on perd 1,5%, mais on voit en cours de journée, on avait un rebond à près de presque 3% qu'on perd un peu aujourd'hui. Mais il n'y a pas de capitulation complète sur les marchés et sur le marché de l'énergie aussi. Le cuivre aussi, alors on perd 3%, mais c'est pareil, en début de séance, là on était un peu même positif, on est allé très bas, et finalement on commence déjà à amortir un peu le choc sur le cuivre. Sur l'argent, on est même haussier, on gagne 1%, on est allé très bas, mais finalement, on se rattrape ici sur les 29. On a méché même sur la moyenne à 200. Et puis on commence déjà, on le voit, à stopper la chute, hein, sur l'argent qui pourrait continuer, hein, sa tendance. Alors on l'a dit, à court terme, beaucoup de volatilité, beaucoup de panique. Mais finalement, la tendance qui était déjà sur les marchés avant les taxes de Trump, elle pourrait se continuer, et cette tendance elle est plutôt haussière. Donc c'est pareil sur les actions, hein, quand on a quand même ça des tendances plutôt favorables, passer la panique et la dynamique court terme, on pourrait retrouver des dynamiques plutôt intéressantes. Puis il y avait le café aussi qui intéressait. Je pense qu'on est toujours baissier sur le café, hein. On voit ce graphe
avec notamment des plus hauts mi-février, de plus en plus bas. On a un support ici hein, qui avait été touché au mois de décembre et cassé autour du 24 janvier. Je pense que c'est ça, hein, on l'avait dit ici, notamment autour du 7 mars. Il faut continuer à baisser, il faut continuer à consolider avant d'avoir une réaction et puis de casser vers le haut. Donc pour l'instant, le café court terme est toujours baissier. Il faudra, je pense, encore quelques semaines avant de rejouer le café à la hausse. Et on va parler aussi d'un secteur hein, que j'aime bien notamment, c'est le secteur défense-guerre avec pas mal de valeurs qui sont intéressantes. Et là aussi, des valeurs hein, comme l'ETF de défense notamment, qui a baissé aujourd'hui. On va le revoir aussi avec d'autres valeurs défense Europe, mais qui offrent des points d'entrée intéressants. Hein. Pas forcément trop impacté par les dépenses et les dépenses supplémentaires liées aux taxes vers les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de valeurs européennes qui vont rester notamment en Europe. Donc oui, ces valeurs-là me semblent plutôt intéressantes et on le voit, hein, Rheinmetall notamment, qui est une des plus grosses pondérations sur l'ETF défense, était positif. Alors on a un peu vendu les autres, mais il y a toujours, on le voit, je pense, un court moyen long terme intéressant. Alors il y a le WDF hein, et puis une autre valeur qui est le Wisdom Tree qui est disponible notamment à Paris et puis on a d'autres ETF notamment en Allemagne. Alors, je l'avais ici. Voilà, donc sur cet ETF-là, on est descendu bien bas en cours de journée à l'ouverture avec un gap baissier. On le voit qu'on a comblé directement et finalement ça a été racheté en cours de journée. Alors on baisse un petit peu par rapport à la veille, mais il y a eu de la réaction et c'est ce type-là de réaction qui m'intéresse, cette force dans la réaction et on va le voir après sur d'autres actions aussi, qui est intéressant parce que c'est pas de la panique totale, c'est pas de la capitulation. On commence déjà à se replacer pour moi. Donc les valeurs favorites comme ça qui sont pas trop sujettes aux taxes douanières sont super intéressantes. Donc on a cet ETF là qui est en Allemagne, hein, le EUDF ou alors WDEF qui sont favorables. Et puis on va revoir les valeurs fortes, notamment avec Rheinmetall, on voit qui prend 5%. Avec toujours beaucoup de volume et surtout la zone qu'on avait décrite, hein, il y avait deux zones, les 775 environ et puis les 1000. Les 1000, ils ont été touchés, ils ont été rachetés et puis on fait dans la journée quand même, c'est hallucinant, on fait 27% en intraday hein, sur le plus bas, entre le plus bas et la clôture, et il y a même 32% hein, de volatilité sur la journée. Donc, des valeurs qui devraient attirer les flux, je pense, ces prochains jours. Allez, on va regarder le CAC 40. Et le CAC qui s'en est pas très bien sorti. Alors tout est rouge. Et on a Veolia. Alors les utilities qui n'ont pas été appréciées, là, enfin surtout Veolia. Ça semble plutôt une porte d'entrée intéressante si on avait raté notamment hein, toute cette période d'accumulation autour des 26. Parce que Veolia, elle a quelques contrats aux États-Unis, mais elle a aussi pas mal de contrats dans les pays du Golfe. Et la chute qu'on a connue, plutôt des prises de bénéfices ici sur support et sur... alors même pas des valorisations élevées, parce que Veolia, elle a jamais eu des valorisations très grosses. Donc là, on a un peu de la panique sur tous les flux qui sont vendus finalement. Sur Veolia, je serais pas surpris de la revoir à nouveau sur les 31-32 dans quelques temps. Donc il n'y a pas trop de panique à avoir, je pense, sur cette valeur-là en particulier. Safran. Alors Safran était déjà en période de conso hein, avant les taxes douanières.
elle avait une valorisation, elle, un peu plus élevée. Et on a notamment ici hein, les 217 qui sont intéressants, qui coïncident avec la moyenne à 200 et sur lequel on est venu buter avec une mèche haute, on le voit aujourd'hui, et qui nous semble un niveau plutôt intéressant à surveiller, notamment si on veut re-rentrer, c'est-à-dire que une cassure à la hausse et un cours qui se maintient au-dessus des 217, ça traduirait certainement un retour des investisseurs et une dynamique haussière à court terme. Donc peut-être un point d'entrée intéressant. Pour l'instant, on n'en est pas là sur Safran, mais on voit qu'on a rebondi ici et on va dézoomer et on voit que cette oblique-là, finalement, c'est une oblique un peu moyen terme ou long terme sur des plus bas qui avaient été rachetés notamment ici hein, en 2022 et 2023. Et là, on y revient. Donc, une zone finalement d'accumulation plutôt long terme, dans une tendance toujours positive et favorable sur Safran. On va voir quelques grosses valeurs américaines aussi. Et notamment, on le voit, des valeurs qui avaient été un peu vendus, voire survendus, notamment des technologiques et des semi-conducteurs, qui sont dans le vert aujourd'hui. Alors Super Microcomputer, bon, c'est pas ma favorite, mais on voit qu'elle réagit bien. Elle a toujours une tendance un peu négative, donc on va passer rapidement. Ce qui m'intéresse plus, c'est Broadcom. Broadcom, elle fait 2,5. Elle fait plus 2,5 dans un marché un peu rouge-champ. Et finalement, on le voit, pas de troisième jour de baisse hein, sur Broadcom. Toujours à court terme négatif. Hein, on a cassé les 182. On est en phase de dégradation. Mais on peut peut-être s'attendre à une réaction ce prochain jour. Hein. On a un support à 127. On a peut-être des accords qui vont arriver. Peut-être des négociations. Et on le voit sur ces valeurs-là qui avaient déjà bien perdu. C'est pas... Ça redevient, je pense, intéressant parce qu'on a perdu quand même sur les plus hauts, avec 40%. Donc on retrouve des niveaux de valorisation et des PER peut-être favorables. Alors là aussi, la prudence nous incitera peut-être à acheter le jour où on casse cette oblique-là, hein, qui actuellement est sur les 207, mais qui, on va le voir ici, fin mai, elle sera sur les 170. Et puis on surveille évidemment les 182. Micron, bah, qui a perdu beaucoup hein, aussi, mais on voit la réaction sur support des 66. Et puis on commence à réagir aussi. On a fait une grosse mèche en début de séance. Mais pour l'instant, on est positif aussi. On va parler de Nvidia forcément. Alors pas grand-chose, hein, plus 1,3 actuellement à la mi-séance. Mais ça traduit quand même une réaction et surtout des plus hauts, aujourd'hui plus haut que la séance précédente du vendredi. Vendredi, on était au plus haut sur les 100.13, on a méché sur les 101.75. Donc là aussi, c'est un signal assez fort de reprise qui va à l'inverse d'une vente totale et d'une capitulation parce qu'on a ce début de réaction qui me semble aussi plutôt favorable. On a aussi quelques valeurs chinoises qui ont été pas mal taxées, qui vont être assez handicapées, mais qu'il va falloir surveiller par la suite. Parce que là aussi, on tapait des valorisations élevées. On revient sur des niveaux intéressants. Et le jour où le secteur va être peut-être un peu moins taxé, où on va trouver d'autres débouchés hein, pour ces valeurs-là, vu qu'on avait déjà quand même des tendances qui s'étaient mis en place et qui étaient plutôt largement intéressantes, ça va valoir le coup. Alors je pense évidemment à Alibaba, qui avait... alors les résultats, ils devaient être ici, je crois, c'était début février. On est allé après les résultats sur un plus haut et puis on a commencé à consolider. Et on revient ici, mais on le voit, hein, c'est ces plus hauts avec ces consolidations, des plus hauts, un peu plus haut et puis une consolidation toujours plus haut. Et c'est pareil, les 118 ils sont dépassés, on va sur les 148. Si on descend pas sur les 81, on est dans la figure, on est dans ce phénomène de
un peu sinusoïdal, hein, si j'arrive à le dire, où on a des plus hauts de plus en plus bas, plus hauts, pardon, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, c'est-à-dire qu'on a tout de plus en plus haut, avec une tendance haussière de moyen terme, mais avec beaucoup de volatilité. Et c'est ce qu'on a ici sur Alibaba. Euh, on vise toujours hein, cette zone-là, entre les 150 et 177. Des prises de bénéfices, elles sont toujours intéressantes à prendre parce que il y a des risques et on n'est pas certain d'avoir une tendance uniforme. Pour ça, notamment, que j'étais parti sur Alibaba, mais ça m'intéresse à nouveau. On avait noté deux zones. La première, elle a été explosée, mais on va revenir sur la deuxième. Moyenne à 200, cassure d'oblique peut-être. On ne l'avait pas cassé ici il y a 3-4 jours. Ça va peut-être arriver, on le voit, durant le mois d'avril. Donc, les indicateurs aussi, on revient sur la ligne des zéros, on va finir hein, les histos rouges, on va peut-être avoir une inversion de tendance et une réaction. Et c'est cette réaction-là qu'il faudra racheter sur Alibaba notamment. Et on peut parler aussi de valeurs intéressantes comme Xiaomi, hein, qui vend notamment des téléphones portables avec un retour du marché du portable, mais aussi des véhicules électriques qui s'en sortent plutôt bien, notamment les chinoises. Alors même s'ils sont taxés hein, à 25%, on a pas mal de véhicules chinois qui se vendent parce qu'ils sont quand même beaucoup plus abordables, parce que leur coût est moins élevé que les américaines et que les européennes. Xiaomi, on en parlait ici, hein, autour des 4,80. Elle est partie, elle a frôlé les 8. Derrière, grosse consolidation, et on le voit qu'on est toujours que en consolidation, on n'a pas de dégradation, on est au-dessus de la moyenne à 200. Les indicateurs nous ramènent vers une zone potentiellement d'achat intéressante, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Avant, c'était fallait rester, mais fallait pas trop acheter parce que cette consolidation, ce fort retour à la moyenne, il était attendu. Il est jamais certain, mais il était attendu, et bah, finalement, il arrive. On avait fait le petit dessin là, c'est-à-dire le retour ici hein, sur les 4,76 environ, avant un rebond. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Donc là, on surveille tout le travail de la semaine prochaine, une inversion de tendance, le retour des volumes, une cassure à nouveau des 4,76. Et sur Xiaomi, hein, la tendance, elle est belle, elle est importante. Alors évidemment, voir le contexte, notamment avec les taxes. Mais Xiaomi, ils vendent aussi pas mal chez eux. Hein, le marché domestique, notamment des portables, est important. Les véhicules aussi électriques pour le marché chinois. Hein. En termes d'habitants, c'est même plus intéressant que les États-Unis. Alors il y a aussi beaucoup d'argent à se faire aux États-Unis, mais le jour où ça va se débloquer finalement, ben, on va retrouver la tendance intéressante, voire même un rattrapage de la perte et de la panique qu'on a eu aujourd'hui. Donc ouais, c'est des valeurs qu'il faut suivre, qu'il faut surveiller, et sur lesquelles je pense il faut se réinvestir, parce que avant la panique un peu taxe, on avait quand même une belle tendance et des valeurs qui vont plutôt bien vers le haut. Donc c'est ce genre un peu de valeur qu'il faut voir et sur lequel se réinvestir. On avait Flow Trader aussi, j'en avais parlé il y a quelques jours. Alors elle finit un peu moins bien la journée, mais on prend encore 2% aujourd'hui, ce qui est pas mal hein, quand tout est rouge. On est monté mieux hein, en cours de séance, on est monté à plus 6, 7. On fait une petite mèche haute aujourd'hui, mais on voit beaucoup de volume. Ça intéresse toujours pas mal les investisseurs hein, quand les marchés sont un peu rouges ou volatiles. C'est une action qui fonctionne bien, donc on peut peut-être encore espérer hein, une continuation de la tendance, parce qu'avec avec Trump, ça risque d'être encore un peu sport sur les marchés pendant ces prochains jours. Donc c'est une valeur qui peut continuer et qui a déjà une tendance aussi, on le voit, favorable. Donc la panique sur les marchés, ça peut l'aider à continuer. D'autant qu'on le voit, elle n'est pas encore sur des plus hauts historiques qui peuvent, ou des résistances un peu majeures qui peuvent amener des prises de bénéfices. Donc sur Flow Trader, je pense qu'on va rester encore quelques temps. Et
On va voir quelques valeurs abonnées. Alors, il y avait Cogelec. Et Cogelec, c'est pas mal. Alors, c'est une petite valeur, hein. On le voit, les volumes, 7000, 10 000 titres échangés. Quand on cote à 20 euros, ça fait pas beaucoup de montant, hein, du capital échangé. Mais bon, enfin, du montant, pas du capital, mais de montant total en termes de valeur échangée. Donc, néanmoins, le graphe est assez impressionnant. Elle est notamment, oui, dans les sondes et mesures. Pas forcément à contre-courant parce que on est un peu en baisse comme tout le marché, mais la baisse, elle est relativement bien gérée, hein. Il y a même des mèches basses, c'est racheté. Elle avait été anticipée aussi avant les taxes de Trump, donc on voit que c'était déjà une période de consolidation. On a ce petit gap ici, éventuellement, hein, à 17,7, qui pourrait nous faire un comblage de gap et un support racheté sur la valeur. Et puis on le voit, hein, cette période un peu de consolidation qu'on a, une fois qu'on a tapé des plus hauts, qui lorsqu'elle est cassée, remet une séquence dynamique sur la valeur. C'était le cas ici, août-septembre, on casse, on met une séquence dynamique. Ensuite, novembre, janvier, on casse, on remet une belle séquence avec un petit gap. Et puis là, peut-être février, avril ou février-mai, si on arrive à casser, hein, cette oblique-là, on peut avoir la même tendance parce que pour l'instant, il y a pas de mauvaises nouvelles. Alors attention, hein, si on revient sur le support et qu'on le casse à la baisse, donc là sur les 10,50 c'était pas le cas, sur les 14,7 c'était pas le cas, sur les 17,7, alors on peut éventuellement le mettre un peu plus bas, peut-être ici, hein, autour des 17. Ce sera une zone à pas casser vers le bas, mais si on a une réaction, oui, il faudra acheter Euronext. On va peut-être avoir des prises de bénéfices, hein. Alors il y avait Deutsche Börse aussi qui était intéressant en Allemagne. Là on a Euronext c'est en Europe aussi. Mais on le voit depuis fin 2023. On a pris beaucoup, hein, sur Euronext. On a fait x2. Alors là aussi, vu le graphe, on pourrait s'attendre à beaucoup plus. On fait finalement que x2, hein. Donc il n'y a pas une volatilité extrême sur le titre. On est haussier à moyen long terme. Mais on est quand même sur des zones de plus haut. Mais bon, elle corrige pas trop Euronext. Alors, cette réaction qu'on a sur ces 2 derniers jours, est-ce que ça va être le prétexte un peu pour des prises de bénéfices? Pour l'instant, on est quand même toujours plutôt favorable sur ces valeurs-là, hein, Deutsche Börse ou Euronext. Maintenant, le point d'entrée, il est pas super. Alors évidemment, hein, si on le prenait même il y a un mois ou deux, le point d'entrée, il n'était pas super non plus, mais on a continué de monter. Cela dit, j'attendrai quand même un début de correction peut-être, hein, sur ces niveaux-là, autour des 115 éventuellement. Mais ça reste haussier techniquement, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Les résultats seront importants. Mais au niveau des indicateurs, oui, si on veut rentrer sur des valeurs comme ça en trend following, on peut toujours, parce que c'est des valeurs qui ne font que monter, qui sont pas sanctionnées par des corrections un peu plus longues. Donc oui, on peut, mais avec soit un DCA, hein, pour lisser un peu l'investissement, pas mettre tout d'un coup sur des plus hauts comme ça, ou alors attendre un peu plus, parce que là on a quand même un début de correction peut-être à venir. Donc c'est ça que je ferai sur Euronext. Et enfin, Flatex de Giro. Alors oui, il y a eu aussi une annonce un peu surprenante sur De Giro. Ils ont annoncé, hein, que les frais, notamment sur leur propre action, parce que quand on est actionnaire de Giro, on peut acheter et vendre l'action sans frais. C'est-à-dire qu'on n'est pas taxé, hein,
sur les échanges, ce qui est plutôt une bonne chose pour pour les actionnaires et pour le nombre d'échanges en termes de volume aussi. Ça aide la valeur à être plus liquide. Et alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, cette politique, qui était intéressant, hein, pour ceux qui avaient un compte de Giro. On pouvait un peu faire du trading sur cette valeur-là. Bah, c'est plus le cas maintenant. Enfin, on peut toujours, mais on va devoir payer comme toutes les autres actions, hein, ce qui était l'avantage il y a quelques temps encore, ce qui ne l'est plus sur de Giro. On revenait aussi sur des zones éventuellement de prise de bénéfices qu'on a un peu dépassées. Et on le voit derrière, ça décroche fortement. Euh, pas tellement aussi de raisons et de rapport avec les taxes douanières, hein, de Trump sur de Giro. Un peu de panique, un peu de prise de bénéfices sur des niveaux élevés. Rien d'anormal. On voit même qu'on a presque tout repris, hein. On fait -16 ce matin, on finit à -4. On peut s'attendre encore un peu de volatilité ces prochains jours, mais sur le moyen long terme, on est toujours plutôt haussier. Là aussi, on était haut sur les indicateurs, donc on a toujours des corrections comme ça un peu fortes. Mais je pense que comme finalement c'est un peu comme Euronext, hein, de Giro, c'est un courtier, c'est en relation avec la bourse. Et dernièrement, elle attire beaucoup de flux avec beaucoup de particuliers depuis le Covid, hein, qui ont amené du monde. Est-ce qu'on est déjà sur les plus hauts ou pas? Ils ont récemment augmenté, hein, leur prix. Ils ont un nombre d'abonnés relativement important aussi. Ils devraient encore s'en sortir pendant quelques trimestres avant de peut-être commencer à voir leur progression et leur marge s'éroder. Donc plutôt favorable toujours sur le moyen long terme. Sur le court terme, éventuellement, vérifier oui, les 15 et la réaction qu'on peut avoir sur les 15 ou au-dessus. Mais ça me semble toujours plutôt intéressant. Et puis oui, une dernière chose pour rester un peu dans le contexte Euronext, de Giro ou Dutch Bourse, il y a beaucoup de ménages américains qui ont leur retraite en bourse, hein. C'est pas comme nous, une retraite qui est payée par les gens, par les personnes qui travaillent actuellement. On a une retraite plus par capitalisation avec des actions en bourse. Ce qui fait que si vous avez un marché boursier qui descend un peu trop, on peut aussi avoir soit une panique des épargnants américains, ou alors surtout aussi une défiance et une colère de ces épargnants américains envers le gouvernement en place. C'est-à-dire que Trump, il va pas pouvoir éternellement ignorer la baisse de la bourse, parce qu'il va perdre des électeurs. Et alors les élections, elles sont pas pour maintenant, mais si vous avez un krach trop important et puis si vous saccagez la bourse, finalement vous saccagez l'épargne des Américains, généralement pas les plus fortunés non plus. Et même si c'est pas eux qui font l'économie, on l'a vu en début de vidéo, parce que c'est les plus riches, c'est les 10% les plus riches qui font quasiment tout, hein, aux États-Unis. C'est eux qui votent, et généralement c'est eux qui votent aussi pour les républicains, donc pour Trump. Donc une raison de plus même s'il le dit, hein, qui regarde pas la bourse, évidemment qu'il regarde, une raison de plus pour arriver à ne pas trop faire baisser les indices sur le moyen terme. Sur le court terme, on sait que ça va être volatile, mais finalement à ce que la bourse reprenne sa marche en avant, hein, sur beaucoup de valeurs. Par la suite, ça va aussi être un de ses enjeux pour garder son électorat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.